Une nuit de tempête. Une épouse enceinte est poussée hors d'une voiture de luxe sur la rue glaciale, laissée tremblante et seule, ses pleurs noyés par le rugissement du moteur qui s'éloigne. Il croit qu'elle est brisée, que plus personne n'entendra jamais sa voix. Mais il ignore qu'elle détient la preuve de sa trahison et qu'elle porte un héritage plus puissant qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Ce qui se déroule ensuite est une lutte pour la survie, la vérité et la justice dans la salle d'audience, où l'homme qui a tenté de l'effacer affronte le seul verdict auquel il ne peut échapper. Et croyez-moi, la fin frappera plus fort que vous ne l'attendez. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La nuit était agitée, le genre de nuit où l'air lui-même semblait lourd d'avertissement. La pluie tombait en nappe, frappant les trottoirs de béton et rebondissant sur la carrosserie brillante d'une voiture de luxe noire qui s'arrêta brusquement au bord d'une rue presque déserte. Le crissement des freins résonna vivement à travers le pâté de maisons vides, dispersant un vol de pigeons qui s'était abrité sous une enseigne au néon. La lueur des feux arrière rouges transperçait la brume comme une plaie dans l'obscurité. À l'intérieur de la voiture, la tension était suffocante. Sa main tremblante serrait son ventre arrondi, cherchant du réconfort là où il n'y en avait plus. Elle était enceinte de 7 mois, épuisée et déjà en difficulté pour respirer. La pluie brouillait la vitre teintée, floutant son reflet, mais elle distinguait encore le profil de son mari à côté d'elle. Sa mâchoire était crispée, son visage dur et tranchant comme l'acier. Il ne la regardait pas, il ne murmurait aucune parole rassurante, il ne semblait même plus la considérer comme un être humain. D'un geste soudain, il détacha sa ceinture de sécurité, le déclic du fermoir résonnant plus fort que la pluie elle-même. « Sors !» marmonna-t-il d'une voix basse et dure. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle secoua la tête, incapable de comprendre tant de cruauté dans son ton. « Je t'en prie, pas ici. Je porte ton enfant, tu ne peux pas m'abandonner ainsi. » La pluie redoubla d'intensité, tambourinant sur le toit et emplissant le silence qui suivit sa supplication. Sa réponse vint non par des mots, mais par un geste. Il ouvrit violemment la portière, laissant l'air froid et la pluie s'engouffrer comme une vague. Tirant brutalement sur son bras, il la traîna à travers le siège et la poussa dehors, dans la tempête. Ses genoux frappèrent le pavé détrempé en premier. Le choc de l'eau glacée parcourut son corps. Elle haleta, serrant son ventre, se recroquevillant instinctivement pour protéger la vie en elle. Une douleur fulgurante traversa sa jambe lorsqu'elle tenta de se stabiliser, les paumes glissant sur le béton lisse. Le bruit de ses sanglots se mêlait au sifflement incessant de la pluie. L'espace d'une seconde désespérée, elle s'accrocha à la portière, ses doigts glissant sur la poignée polie. « Je t'en prie » implora-t-elle, la voix brisée. « Ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. » Mais son visage resta impassible comme de la pierre. Il arracha la portière de son emprise et la claqua d'un coup sec qui résonna dans sa poitrine. Le moteur rugit. Les pneus patinèrent sur l'asphalte mouillé, éclaboussant sa jupe alors que la voiture s'élançait. Les feux arrière rouges rapetissèrent jusqu'à se dissoudre dans le rideau de pluie, la laissant seule sur le trottoir glissant. Un instant, le monde ne fut plus qu'un mélange de sons, le grondement lointain des voitures, le sifflement de l'eau s'écoulant dans les caniveaux, le martèlement de son propre cœur. Elle enlaça son ventre des 2 bras, murmurant entre ses dents claquantes: « Ça va aller, nous allons nous en sortir. » Les mots étaient destinés autant à sa survie qu'à l'enfant qu'elle portait, mais les prononcer à voix haute l'empêchaient de s'effondrer complètement. Un passant, abrité sous un parapluie dégoulinant, ralentit à sa vue. L'éclat de son téléphone brilla lorsqu'il le leva, capturant l'image d'une femme enceinte accroupie sur le trottoir, trempée jusqu'aux os, abandonnée par l'homme qui avait juré de la protéger. La pluie traçait des sillons sur son visage, se mêlant à ses larmes jusqu'à ne plus se distinguer. La ville semblait l'observer en silence, les néons se reflétant dans les flaques comme des yeux immobiles. Elle posa son front contre ses genoux, écrasée par le poids du désespoir, mais quelque part au loin, le faible déclic d'un obturateur suggérait que son histoire venait seulement de commencer. «
Quelques heures avant la tempête, sa vie ressemblait encore à un rêve. Les hautes fenêtres du manoir accueillaient le soleil de l'après-midi, répandant une lumière dorée sur les sols de marbre. La maison était calme, emplie seulement de la douce mélodie d'une pièce classique diffusée par des haut-parleurs cachés. En apparence, tout semblait parfait, comme si aucune ombre ne pouvait franchir ses murs. Elle marchait lentement dans le salon, une main posée sur son ventre, l'autre effleurant le bord d'un canapé de velours. Le bébé donnait de petits coups. Elle sourit à ce mouvement, murmurant à l'enfant que l'avenir serait sûr, qu'ils construisaient ensemble quelque chose de beau. La chambre d'enfant à l'étage était déjà peinte dans des tons chaleureux. Un berceau blanc attendait, surmonté d'un mobile de petites étoiles argentées. Elle avait choisi le tissu avec soin, convaincue que ce bébé grandirait dans le confort et l'amour. Son mari, l'homme qui lui avait autrefois promis le monde, était assis à un bureau de bois près de la fenêtre. Il consultait des rapports financiers, son visage dissimulé derrière une pile de papier. Sa voix traversa la pièce sans chaleur, chaque phrase ressemblant davantage à un ordre qu'à une conversation. « Tu ne devrais pas boire de jus d'orange le matin, dit-il sans lever les yeux. Ça fait monter ton taux de sucre. Bois de l'eau citronnée à la place et arrête de porter ces ballerines. Elles te rapetissent. » Elle se figea, retenant la brûlure de ses paroles. « Je croyais que le médecin avait dit que le jus d'orange était bon, » murmura-t-elle doucement, presque en s'excusant. Il leva enfin les yeux, froids et tranchants. « Le médecin ne sait pas ce que je sais, fait simplement ce que je dis. » La lumière dorée du soleil ne parvenait pas à dissiper le froid que ces mots laissaient derrière eux. Elle tenta de sourire, essayant de croire qu'il était seulement protecteur. Au fond, pourtant, elle sentait un nœud se resserrer dans sa poitrine. Chaque décision de ce qu'elle mangeait aux amis qu'elle fréquentait avait peu à peu été arrachée de ses mains. Elle se souvenait d'un temps où tout était différent, où son sourire était chaleureux et son rire emplissait la pièce. Le jour de leur mariage, sous un ciel illuminé de lanternes, il lui avait murmuré à l'oreille qu'elle était à lui pour toujours. Elle l'avait cru. Elle avait abandonné sa carrière, son indépendance, sa voix, persuadée qu'elle entrait dans un partenariat fondé sur la confiance. Au début, il lui offrait des fleurs et laissait de petits mots sur sa table de nuit. « Fais-moi confiance », disait l'un d'eux, écrit en lettres épaisses. « Nous construirons une famille parfaite. » À présent, alors qu'elle le regardait à travers le vaste salon, elle réalisa qu'elle n'avait pas vu une fleur depuis des mois. Plus de mots, plus de rires, plus de gestes tendres, seulement des corrections, des rappels et des ordres. Elle s'assit dans un fauteuil couleur crème, ses mains reposant sur son ventre comme pour protéger la vie qui grandissait en elle. « Quand mes choix ont-ils cessé d'être les miens ?» pensa-t-elle, le cœur serré par cette question. Elle mordit sa lèvre, retenant les mots avant qu'ils ne s'échappent. Le bébé bougea encore, un petit rappel qu'elle n'était pas seule. Elle inspira profondément et força un sourire, même si personne ne la regardait. Elle voulait croire qu'il restait encore de l'amour caché derrière le masque froid qu'il portait. Mais tandis que la lumière s'éteignait et que la pièce s'assombrissait, cette croyance lui sembla plus fragile que jamais. Aux yeux du monde extérieur, leur maison était un palais et leur mariage un conte de fées. Mais dans le silence de ce salon, avec les yeux de son mari fixés sur des chiffres et non sur elle, elle connaissait la vérité. La perfection n'était qu'un cadre, dissimulant des fissures trop profondes pour être ignorées. La nuit dans le manoir était immobile, troublée seulement par le faible tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. Elle s'était couchée tôt, le poids de la grossesse la rendant plus fatiguée que d'habitude, mais le sommeil refusait de venir. La maison paraissait plus froide que jamais, comme si les murs eux-mêmes recelaient des secrets. Elle se retourna sur le matelas, attentive au bruit étouffé de pas qui résonnait en bas. La curiosité la tiraillait. Il lui avait dit qu'il travaillerait tard, préparant une nouvelle série d'investissements. Pourtant, sa voix montait faiblement de son bureau, basse et précipitée, bien loin du ton calme d'un homme concentré sur des papiers. Elle enfila une robe de chambre, prenant soin de ne pas faire craquer les lames du parquet, et s'avança en silence vers la porte. Du haut de l'escalier, elle put l'apercevoir à travers l'entrebâillement du bureau. Il faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. La lampe sur son bureau
projetait de longues ombres qui s'étiraient sur le plancher de bois. Ses mots étaient tranchants, secs, et chaque syllabe lui transperçait la poitrine comme de la glace. « Elle devient un fardeau, siffla-t-il. La grossesse la ralentit. Une fois qu'elle ne sera plus là, tout sera à nous. » Son souffle se coupa. Elle posa une main sur ses lèvres pour empêcher un cri d'éclater. Le bruit de la pluie tapotant contre la fenêtre sembla soudain plus fort, emplissant le silence entre ces paroles cruelles. À l'autre bout de la ligne, un rire doux et enjôleur retentit. La maîtresse. Elle en avait eu le soupçon, mais le soupçon se changeait désormais en preuve. La voix était fluide, confiante, pleine de promesses d'un avenir bâti sur des richesses volées. « Ne t'inquiète pas », ronronna la maîtresse. « Elle te fait trop confiance pour voir venir quoi que ce soit. Quand elle sera partie, personne ne contestera ce qui nous appartient. » Ses genoux se dérobèrent, l'obligeant à s'agripper à la rampe froide en bois pour garder l'équilibre. Les larmes lui brûlaient les yeux, brouillant sa vision. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était une trahison de la pire espèce, complotée contre elle et l'enfant qu'elle portait. Elle se força à reculer, le cœur battant dans ses tempes, puis encore un pas. Enfin, elle regagna la chambre, haletante, l'esprit en ébullition. Pendant de longues minutes, elle resta immobile au bord du lit, serrant le tissu de sa robe comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Puis elle pensa à son téléphone. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le déverrouilla. Elle savait qu'elle devait capturer la vérité, sinon personne ne la croirait. Discrètement, elle activa l'enregistreur vocal. Chaque mot sortirait désormais conservé. Chaque murmure sur son élimination, chaque promesse d'un avenir avec une autre femme, chaque mention d'argent et de pouvoir. L'appareil resta dissimulé sous les plis de la couverture, tandis qu'elle regagnait l'escalier sur la pointe des pieds, veillant à ne pas être vue. Le voyant clignotait en silence, tandis que sa voix résonnait de nouveau à travers l'entrebâillement de la porte. « Quand elle disparaîtra, dit-il avec une certitude glaciale, l'héritage sera à nous. Le tribunal n'y verra que du feu. » Ses doigts se crispèrent sur le téléphone. L'enregistrement captait tout, une preuve, une évidence que sa cruauté n'était pas un élan de colère mais un plan calculé. Elle revint dans la chambre avant que ses jambes ne cèdent. Elle se laissa glisser au sol, le dos contre le mur, étreignant son ventre. Le bébé bougea, comme pour ressentir la tempête qui grondait en elle. Elle murmura dans la pénombre, la voix brisée mais résolue. « Je ne te laisserai pas t'emparer de mon enfant. Je ne le laisserai pas gagner. » Le voyant rouge clignota encore, minuscule lumière dans l'obscurité contenant déjà le début de la justice. Dehors, la tempête s'était apaisée en une simple bruine quand elle le confronta, mais dans le manoir, la tension restait insoutenable. Elle serrait son téléphone, l'enregistrement sauvegardé et bien caché. Le savoir de ce qu'elle avait entendu lui donnait du courage, même si son corps tremblait de peur. Il se tenait près de la cheminée, un verre de whisky à la main, sa veste de costume jetée négligemment sur le canapé. Lorsqu'elle entra dans la pièce, il leva les yeux avec une grimace, comme si sa simple présence était une offense. « Il faut qu'on parle, » dit-elle, la voix vacillante mais ferme. Ses yeux se plissèrent. « De quoi? De tes plaintes sans fin ?» Ses doigts s'enfoncèrent dans le téléphone caché dans sa poche. « Je sais pour elle. Je sais ce que tu prépares. J'ai tout entendu. »« No !» Pour la première fois, son expression changea. La surprise passa sur son visage, vite remplacée par la colère. Il posa son verre d'un coup sec et traversa la pièce en deux enjambées. Sa main se referma sur son poignet, serrant jusqu'à lui arracher une grimace. « Tu ne sais pas ce que tu racontes, » cracha-t-il. « Tu es fatiguée, émotive. C'est la grossesse qui parle. » Sa voix monta malgré la douleur. « Arrête de me mentir, arrête de me traiter comme si j'étais aveugle. J'ai une preuve. » Yo-san. Le mot « preuve » fit tressaillir sa mâchoire. Il lâcha soudain sa prise pour mieux la repousser vers l'accoudoir d'un fauteuil. Elle trébucha, mais parvint à se rattraper, une main instinctivement posée sur son ventre. « Tu crois que quelqu'un te croira ?» cracha-t-il. « Sans moi, tu n'es rien. Pas d'argent, pas de famille, pas d'avenir. » Son souffle était court.
Elle tenta de le contourner, mais il bloqua son passage, se dressant au-dessus d'elle comme une ombre inflexible. « Je ne te laisserai jamais détruire ce que j'ai bâti », gronda-t-il. À cet instant, elle comprit qu'il ne restait plus ni amour, ni pitié, ni trace de l'homme qu'elle avait connu. Seulement la cupidité et le contrôle. Il l'agrippa de nouveau et la tira vers la porte. Elle cria, peinant à garder l'équilibre, mais sa poigne était de fer. Ses pieds touchaient à peine le sol, tandis qu'il la traînait dans le couloir, les lustres scintillant au-dessus comme des projecteurs cruels. « Je t'en supplie, » pleura-t-elle, la voix éraillée. « Je porte ton enfant, pense au bébé. » Ces mots ne firent qu'attiser sa rage. Il la projeta dehors dans la nuit humide. L'air était chargé de l'odeur d'asphalte mouillé, et la fine bruine détrempa rapidement sa chemise de nuit. La voiture de luxe attendait dans l'allée, moteur déjà tournant. Il ouvrit la portière côté passager et la força à monter, son silence plus effrayant que n'importe quelle parole. Ils roulèrent dans les rues sans un mot, les essuie-glaces marquant une cadence de peur. Enfin, il s'arrêta à un carrefour désert, loin des lumières de leur quartier. Il coupa le moteur d'un geste sec, puis se tourna vers elle, ses yeux vides de toute humanité. « Descends !» ordonna-t-il. Sa gorge se serra. Elle secoua la tête. « Je t'en prie, non, je n'ai nulle part où aller. Je ferai tout ce que tu veux. Ne m'abandonne pas ici. » John. Sans prévenir, il se pencha, ouvrit violemment la portière et la repoussa brutalement. Elle s'écrasa sur le trottoir mouillé, ses mains éraflées par le béton rugueux. Un cri jaillit de sa gorge, tandis qu'elle se recroquevillait pour protéger son ventre. Le claquement de la portière résonna dans ses oreilles. Les pneus hurlèrent. En quelques secondes, la voiture disparut, les feux arrière avalés par la nuit. Elle resta allongée sur le trottoir, trempée, grelottante, haletante. Pendant un long moment, elle fut incapable de bouger. La pluie se mêlait à ses larmes, ruisselant sur son visage jusqu'à ne plus faire qu'un. Au plus profond d'elle, le bébé remua, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle posa une main tremblante sur son ventre, murmurant entre ses sanglots. « Nous survivrons, je te le promets. » La pluie redoubla, comme si le ciel lui-même témoignait de son désespoir. Elle se redressa du trottoir avec des bras tremblants, les paumes écorchées par la chute. Le pavé glacé transperçait le tissu fin de sa chemise de nuit. Son souffle venait par saccades, brouillant l'air nocturne, chaque inspiration coupant ses côtes comme une lame. Un long moment, elle resta accroupie, ses bras entourant protectriceusement son ventre. Le bébé bougea, un léger sursaut à l'intérieur, à la fois avertissement et supplique. Elle pressa doucement sa main sur son ventre, murmurant entre ses lèvres tremblantes. « Tout va bien, mon amour, nous allons nous en sortir, je te le promets. » La rue était presque vide, seules quelques voitures passaient au loin. Leurs phares l'enveloppaient quelques secondes avant de disparaître derrière le rideau de pluie. Aucune ne s'arrêtait. Elle essaya de se relever, ses jambes faibles, son corps plus lourd que jamais, mais sa détermination la poussa debout. Chaque pas était vacillant, ses chaussons trempés glissant sur le sol mouillé. Elle se dirigea vers la faible lueur d'une enseigne d'épicerie au bout du pâté de maison. Les lettres néon clignotaient par instants, bourdonnant sous la tempête. Ses cheveux collaient à son visage, sa vue brouillée par l'eau et les larmes, mais elle avançait encore. Le tonnerre roula au-dessus d'elle, ébranlant sa résolution sans l'arrêter. À mi-chemin, ses genoux cédèrent. Elle s'appuya contre un réverbère, l'agrippant des deux mains pour ne pas retomber. Sa respiration devint haletante, la panique l'envahissant. L'idée de s'effondrer complètement l'horrifiait. Pas pour elle-même, mais pour la petite vie qui dépendait d'elle. Elle chuchota encore, plus pour elle-même que pour être entendue. « Tiens bon, bébé, tiens bon !» Des pas résonnèrent tout près, éclaboussant l'eau. Elle tourna la tête et vit une silhouette sous un grand parapluie noir. D'abord, elle crut que c'était lui, revenu pour achever ce qu'il avait commencé, mais la silhouette était trop douce, trop prudente. Une voix de femme fendit la pluie, alarmée mais bienveillante. « Vous allez bien ? Mon Dieu, vous êtes enceinte. » Avant qu'elle puisse répondre, ses genoux lâchèrent, et elle s'effondra sur le trottoir luisant.
L'inconnu se précipita, laissant tomber son parapluie pour poser ses mains sur ses épaules. « Ne bougez pas, j'appelle les secours. » Lauda. La lueur d'un téléphone éclaira son visage, tandis qu'elle composait en hâte. « Il y a une femme ici. Elle est blessée. Elle est enceinte. Envoyez une ambulance tout de suite. » Le bruit des sirènes retentit au loin, puis se rapprocha, phare d'espoir dans le désespoir. La femme resta à ses côtés, la protégeant tant bien que mal de la pluie, lui murmurant des mots doux qu'elle distinguait à peine. Quand l'ambulance arriva, les gyrophares rouges et bleus balayèrent la rue détrempée, se reflétant dans les flaques comme des étoiles brisées. Les secouristes accoururent avec un brancard, leurs gestes rapides mais mesurés. Elle essaya de parler, d'expliquer pour le bébé, mais ses mots se brisaient, emportés par la pluie. « Vous êtes en sécurité maintenant », dit fermement un ambulancier, en lui enveloppant les épaules d'une couverture chaude. Un autre posa doucement une main sur son ventre, écoutant tandis que le moniteur fœtal commençait son rythme régulier. Le son était faible mais solide, un battement de cœur vibrant à travers le chaos. Un soulagement brûlant l'envahit, comme un feu après la glace. Pour la première fois depuis son abandon, elle sentit une certitude renaître. Elle était vivante, son bébé était vivant, et elle n'était pas complètement seule. Lorsque le brancard la souleva du pavé glacé, elle serra plus fort la couverture et murmura de nouveau dans la tempête, sa voix désormais ferme. « Nous survivrons. Quoi qu'il en coûte, nous survivrons. » Les sirènes s'éloignèrent, tandis que l'ambulance filait à travers les rues détrempées, glissant sur les routes brillantes de pluie vers l'hôpital. Allongée sur le brancard, les yeux mi-clos, le corps tremblant sous l'épuisement, elle ressentait chaque chaos comme une menace. Mais le rythme régulier du moniteur fœtal à ses côtés apaisait ses nerfs écorchés. Le cœur du bébé battait fort, défiant, comme un tambour proclamant la survie. À leur arrivée à l'entrée des urgences, une équipe attendait déjà. Les lumières vives lui inondèrent la vue, tandis que les secouristes la roulaient à l'intérieur. Les voix se chevauchaient, pressées et concentrées. Vérifier ses constantes, 7 mois de grossesse, traumatisme possible, garder le moniteur en place. Les mains s'affairaient, resserrant la couverture, ajustant des perfusions, posant un stéthoscope sur sa poitrine. Un instant, elle eut envie de se laisser glisser dans l'inconscience, d'abandonner ce poids à d'autres. Mais elle força ses yeux à rester ouverts, refusant de céder. Elle devait rester éveillée, présente, pour la vie qu'elle portait. Les heures se brouillèrent en minutes. Examen, échographie, notes sur les dossiers. Enfin, lorsque la salle s'apaisa et que le chaos se calma, une nouvelle silhouette entra. Plus âgée, vêtue non d'une blouse, mais d'un costume soigné, un attaché en cuir sous le bras. Ses yeux étaient vifs, mais sa voix douce. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il en tirant une chaise près de son lit. « Je m'appelle Samuel Hayes. Je suis avocat, mais surtout, j'étais l'ami de votre grand-père. » Son souffle se suspendit. « Mon grand-père » murmura-t-elle, incertaine, craignant que son esprit épuisé ne lui joue des tours. « Oui » confirma Samuel en hochant la tête. « Le père de votre mère, un homme qui a bâti un empire et laissé plus qu'on ne le pense. Il vous cherchait depuis des années. Et à sa mort, il a désigné son héritière légitime. Mais votre mari, il le savait. C'est pour cela qu'il voulait vous écarter. » Son cœur battait plus fort que le moniteur. Les souvenirs de récits à demi-voix lui revinrent. Elle n'était qu'une enfant quand sa mère mourut, sans rien connaître vraiment de la famille dont elle venait. Son mari avait toujours écarté ces questions, répétant que c'était sans importance, la détournant du sujet. Pour la première fois, le silence prenait sens. Elle déglutit, la voix tremblante. « Vous voulez dire, tout ce temps, il savait qui j'étais ?» Samuel se pencha, le regard assuré. « Oui, et il a tenté de vous le cacher, mais vous êtes plus forte qu'il ne l'imaginait. Vous avez une preuve de sa trahison, et maintenant, vous avez la vérité sur votre héritage. Vous n'êtes pas impuissante, vous n'êtes pas seule. » Des larmes emplirent ses yeux, mais elles n'étaient plus seulement de douleur. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, un courant d'espoir fendit le désespoir. Elle toucha son ventre encore, murmurant doucement. « Tu entends, mon petit? Nous ne sommes pas seuls. » Samuel posa un dossier sur la table près du lit. «
À l'intérieur, des papiers, des documents, des copies du testament de son grand-père, des lettres confirmant sa lignée. « Vous aurez besoin de temps pour récupérer, dit-il. Mais quand vous serez prête, nous nous tiendrons ensemble. Il y aura un procès, et vous ne l'affronterez pas seule. » Elle hocha lentement la tête, serrant la couverture contre elle. La chaleur de la chambre l'enveloppait comme un bouclier, mais ce furent ces mots qui lui donnèrent vraiment de la force. Elle n'était pas qu'une épouse rejetée, pas seulement une victime. Elle était la petite fille d'un homme qui avait bâti un empire, et la mère d'un enfant qui méritait un avenir fondé sur la vérité. En se levant, Samuel posa une main rassurante sur son épaule. « Reposez-vous cette nuit. Demain, nous commençons le combat. » Elle ferma les yeux un instant, laissant les mots s'ancrer en elle. Se reposer, puis se battre. Pour elle-même, pour son enfant, pour la vie qu'elle était destinée à revendiquer. La lumière du matin traversait les stores de l'hôpital, douce et dorée, mais son esprit était plus aiguisé que la veille. Elle était assise bien droite dans son lit, la couverture soigneusement repliée sur ses genoux, son téléphone et une pile de papier posée sur la table à côté. L'épuisement restait présent, niché dans ses os, mais quelque chose avait changé. La peur qui autrefois la paralysait s'était transformée en détermination. Samuel Hayes, l'avocat qui avait promis de se tenir à ses côtés, entra discrètement, portant une autre serviette en cuir sous le bras. Sa présence avait du poids, une autorité qui calmait le chaos simplement en franchissant le seuil. Il posa la serviette sur la table, ses yeux rencontrant les siens avec une confiance tranquille. « Aujourd'hui nous commençons, » dit-il. Elle acquiesça, sa main effleurant son ventre. Plus de cachettes, plus de supplications pour obtenir sa gentillesse. « Je suis prête. » Ils étalèrent les documents sur la table, des virements bancaires, des comptes cachés, des copies du testament de son grand-père. À leur côté reposait l'arme la plus puissante de toutes, son téléphone avec les enregistrements de la voix de son mari. Elle les avait réécoutés plus de fois qu'elle ne voulait l'admettre, chaque mot cruel s'imprimant dans sa mémoire. Elle est un fardeau. Quand elle disparaîtra, tout sera à nous. Chaque syllabe était une preuve. Preuve de trahison, preuve d'intention, preuve qu'elle avait été considérée non comme une partenaire de vie, mais comme un obstacle à effacer. Samuel tapota doucement la table, ramenant son attention. « Nous présenterons cela au tribunal. Mais d'abord, nous devons établir une séquence, ses actes, ses paroles, ses motivations. Nous n'allons pas seulement l'exposer, nous allons le déconstruire pièce par pièce. » Elle se pencha en avant, le regard ardent. « Il a toujours pensé que j'étais faible. Il croyait que je resterais silencieuse. Mais cette fois, le silence n'est pas mon choix. » Sa voix tremblait au début, puis s'affermit, résonnant dans la pièce avec une clarté qui la surprit elle-même. Samuel esquissa un léger sourire. Voilà la voix de quelqu'un qui a déjà gagné. Les heures passèrent dans un rythme concentré. Il classait les preuves en sections, bâtissant une chronologie de tromperie. Elle signait des affidavits, son stylo avançant d'une main tremblante mais déterminée. Samuel expliquait chaque étape avec patience, décrivant la manière dont la cour recevrait l'affaire, les questions posées et la posture qu'elle devrait adopter face à lui. À un moment, elle hésita, fixant son reflet dans le petit miroir de la chambre. Son visage était pâle, ses yeux fatigués, mais une nouvelle lueur brillait en eux, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Il tentera de me détruire devant tout le monde, » murmura-t-elle. La voix de Samuel était calme, mais inébranlable. « Il essayera, mais vous ne serez pas seul, et la preuve est plus forte que ses mensonges. » Ses doigts effleurèrent le petit collier qu'elle portait, le seul souvenir de sa mère. Il devint pour elle un symbole, un rappel que son histoire ne s'était pas terminée cette nuit-là, dans la rue. Elle se poursuivait ici, dans cette chambre, avec des plans étalés comme des armes prêtes pour la bataille. En fin d'après-midi, la table ressemblait à une carte de guerre. Contrats, enregistrements, photographies et déclarations légales formaient une forteresse de vérité. Elle posa de nouveau sa main sur son ventre, murmurant doucement. « Il croit que je suis perdu. C'est sa plus grande erreur. Je suis toujours là, et je me relèverai. Mais... » Samuel rangea les documents dans la serviette, sa voix ferme. « Reposez-vous maintenant. Demain, nous franchirons l'étape suivante. »
Il croit que vous êtes brisé, mais ce qu'il ignore, c'est que vous avez déjà commencé à vous reconstruire. C'est notre avantage. Elle s'adossa aux oreillers, sa poitrine se soulevant d'une respiration profonde. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle sentit le contrôle revenir. Elle n'était plus seulement en train de survivre. Elle se préparait à se battre, à reprendre sa voix, son identité et l'héritage qui lui avait été volé. À mesure que les lumières s'éteignaient et que les ombres du soir envahissaient la pièce, elle ferma les yeux avec une pensée qui résonnait comme un serment. Il pense que je suis perdue, mais je reviens plus forte que jamais. Le palais de justice bourdonnait bien avant l'ouverture de la session. Des journalistes s'étaient massés sur les marches, micros et caméras près, leurs voix se superposant dans les spéculations sur cette affaire retentissante. Des rumeurs de trahison et d'héritage secret avaient déjà fuité, et la ville attendait des réponses. La pluie de la veille avait cessé, laissant un ciel limpide et bleu, comme si le monde lui-même pressentait qu'un événement monumental allait se produire. À l'intérieur, la salle d'audience se remplissait vite. Les bancs de bois craquaient sous le poids des journalistes, des curieux et des actionnaires qui autrefois s'inclinaient devant l'autorité de son mari. Devant, il se tenait avec sa maîtresse à ses côtés, leurs visages arrogants, convaincus que la journée leur appartiendrait. Il rajusta sa cravate, adressant un sourire aux caméras, comme si rien ne pouvait ébranler l'empire qu'il croyait encore contrôler. Puis les lourdes portes s'ouvrirent. La salle plongea dans le silence. Toutes les têtes se tournèrent. Elle entra lentement, chaque pas assuré, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. Le silence s'épaissit quand son ventre arrondi apparut, recouvert d'une robe simple mais élégante. La voir vivante, debout, anéantit d'un coup toutes les rumeurs de sa disparition. Des exclamations parcoururent l'assemblée. Le flash d'un photographe illumina son visage, révélant des yeux qui n'étaient plus ternis par la peur, mais aiguisés par la détermination. Le sourire de son mari vacilla. La maîtresse s'agrippa à son bras, ses ongles s'enfonçant dans la manche, comme en quête d'assurance. La voix de l'huissier résonna. « Levez-vous !» Tous se levèrent, mais ce n'était pas seulement pour le juge qui entra. C'était pour elle, pour le retour inattendu d'une femme qu'on croyait rejetée et oubliée. Elle avança vers le banc, accompagnée de Samuel Hayes. Sa serviette battait contre son côté, lourde d'épreuves qui allaient tout renverser. Elle sentit le poids de dizaines de regards sur elle, mais ne broncha pas. Elle prit place face à l'homme qui avait autrefois juré de l'aimer, le même qui l'avait laissée grelottante dans une rue sombre. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, elle vit une lueur différente dans ses yeux. Ni domination, ni arrogance, la peur. Le marteau du juge frappa, rétablissant l'ordre. Des papiers se froissèrent, des micros s'allumèrent. Le procès commença. Samuel se leva le premier, sa voix calme mais ferme. « Votre honneur, avant de commencer, je voudrais présenter la preuve que la femme à mes côtés n'est pas seulement la victime d'abus et d'abandon, mais également l'héritière légitime de la fortune Whitmore, comme spécifié dans le testament de son défunt grand-père. » La salle explosa en murmures. Le juge leva la main pour réclamer le silence. « Poursuivez !» Samuel ouvrit la serviette et étala les documents sur la table. Photographies, lettres légales, pages notariées. Enfin, il plaça côte à côte son acte de naissance et le testament de son grand-père, preuve incontestable de sa lignée. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. Les caméras crépitèrent. Elle s'assit bien droite, sa main posée doucement sur son ventre, le menton relevé. Pour la première fois, elle prit la parole à voix haute dans la salle. Sa voix était claire, inébranlable. « Je ne suis pas un fardeau, je ne suis pas brisée. Je suis l'héritière légitime, et je ne me tairai plus. » Le juge l'observa, puis tourna son regard vers le mari. Son visage était blême, des perles de sueur coulant à sa tempe. La maîtresse se tortilla, son assurance d'autrefois se dissipant seconde après seconde. Le marteau frappa de nouveau. Ce tribunal reconnaît les documents présentés. À partir de maintenant, elle sera désignée comme l'héritière légale de la succession Whitmore. Toutes les revendications de son mari sont suspendues dans l'attente d'une enquête plus approfondie. La salle explosa encore. Les journalistes crièrent des questions. Les investisseurs murmurèrent entre eux.
La main de son mari se crispa en un poing sur la table, sa mâchoire tendue en comprenant que le contrôle lui échappait. Elle inspira profondément, se raffermissant alors que les caméras se braquaient sur elle. Ce moment n'était plus seulement une survie, c'était une victoire. Contre toute attente, elle était revenue, non comme une victime quémandant la pitié, mais comme l'héritière légitime d'un empire que son mari avait tenté de lui voler. Et il comprit, au regard qu'elle posa sur lui à travers la salle, que ce n'était que le commencement. La déclaration de son héritage légitime résonna dans la salle d'audience longtemps après que le marteau du juge se fut tu. Quelques instants, l'air lui-même parut figé, lourd d'incrédulité, puis les chuchotements commencèrent, d'abord bas, comme le froissement des feuilles dans une tempête, avant de monter en un grondement qui remplit chaque recoin du tribunal. Les journalistes se levèrent d'un bond, les flashs crépitèrent comme des éclairs, et les investisseurs se penchèrent les uns vers les autres avec urgence. Le visage de son mari se vida de son sang. L'homme qui paradait autrefois dans les salles de conseil avec arrogance ressemblait maintenant à une statue de cire fondant sous la chaleur de la vérité. Il s'essuya le front du revers de la main, mais la sueur continuait de perler, trahissant la panique qui battait sous sa peau. À ses côtés, la maîtresse se tortilla nerveusement sur son siège. Son sourire parfait se fendilla. Le bracelet en diamant qu'elle avait exhibé avec fierté ne scintillait plus. Il pesait à son poignet comme une chaîne de culpabilité. Elle le regarda pour y trouver de l'assurance, mais n'en trouva aucune. Ses yeux à lui fuyaient, affolés, cherchant une bouée qui n'existait plus. Samuel Hayes se leva de nouveau, la voix ferme et posée. « Votre honneur, je demande que le tribunal prenne acte des preuves supplémentaires de manipulation financière et de tentative de coercition contre ma cliente. Les enregistrements de sa voix, les comptes dissimulés, la piste de tromperie, tout cela atteste d'un schéma d'abus et d'exploitation. » Le juge acquiesça gravement. « Poursuivez avec les preuves. » Crâne. Bientôt, la propre voix du mari emplit la salle, projetée par les haut-parleurs. Elle devient un fardeau. Quand elle ne sera plus là, tout sera à nous. Les mots frappèrent comme des coups. Chaque phrase arrachait une nouvelle couche à la façade, patiemment construite. La foule eut un souffle d'horreur, les têtes se tournant vers lui avec dégoût et colère. « Non, non, c'est sorti de son contexte, » balbutia-t-il, la voix brisée. « Vous ne comprenez pas. Elle était instable. Elle. » Mais le juge l'interrompit. « Ça suffit. Ce n'est pas la première fois que de tels comportements sont documentés. Les preuves sont accablantes. » À mesure que d'autres documents s'étalaient, son empire s'effritait à vue d'œil. Photographies de signatures falsifiées, relevés bancaires montrant des transferts vers des comptes secrets. Témoignages d'employés réduits au silence par l'intimidation. Chaque révélation clouait un nouveau clou dans le cercueil de sa réputation. Les actionnaires du fonds murmuraient avec agitation. L'un se leva enfin, la voix claire. « Nous ne pouvons pas le laisser diriger cette entreprise. Il est terminé. » D'autres opinèrent, murmurant leur accord. La salle avait basculé, la marée était irréversible. Elle resta assise, silencieuse, observant la scène. Sa main reposait sur son ventre, immobile, tandis que son cœur battait fort dans sa poitrine, mêlant soulagement et colère. Il avait voulu l'effacer, et le voilà qui se défaisait devant tous. La justice n'était pas seulement dite, elle se voyait. La maîtresse craqua soudain, la voix stridente. « Ce n'est pas juste, il m'avait promis, il nous avait promis tout. » Son éclat n'ajouta que davantage à la honte. Les yeux du juge se plissèrent, et l'huissier fit un pas. La maîtresse se recroquevilla sur son siège, comprenant trop tard que la salle ne lui servait plus de scène. Enfin, le marteau tomba à nouveau. Ce tribunal juge qu'il existe suffisamment d'éléments pour engager des poursuites pour violences domestiques, fraude et tentative de coercition. Il est placé en détention dans l'attente du procès. L'huissier avança, les menottes scintillant sous les néons. Les protestations du mari résonnèrent faiblement. « Attendez, vous ne savez pas ce que vous faites. J'ai bâti cet empire. Il est à moi. » Mais sa voix s'éteignit lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets. Le spectacle suscita une nouvelle explosion dans le public, non pas de chaos, mais d'apaisement. Les actionnaires soufflèrent, les journalistes griffonnèrent à toute vitesse, et le public,
Dans la galerie, se mit à applaudir. L'empire qu'il avait gardé avec férocité lui échappait, glissant de ses mains devant la femme qu'il avait tenté de détruire. Elle releva le menton, la voix calme et tranchante. « Tu me croyais sans pouvoir, mais aujourd'hui, tous ont vu la vérité. Tu ne peux pas m'effacer, tu ne peux pas effacer notre enfant. Nous sommes plus forts que tu ne l'as jamais imaginé. » Ces mots portèrent plus loin qu'elle ne l'aurait pensé, traversant la salle pour se loger dans l'oreille de chacun. L'équilibre des forces avait complètement changé. Il n'était plus l'homme aux commandes. Il était celui qui avait tout perdu, défait par sa propre cruauté. Et elle, la femme laissée à grelotter dans une rue sombre, se tenait maintenant comme la véritable héritière, la mère qui s'était battue, la figure de force qu'aucune trahison ne pourrait faire taire. Peu à peu, la salle se vida, ne laissant que l'écho des pas et le murmure lointain des journalistes massés à l'extérieur. L'homme qui avait jadis serré sa vie entre ses poings fut emmené, menotté, la tête basse, sa voix noyée sous le poids de la justice. La maîtresse suivit, criant des excuses à moitié formulées que personne n'avait envie d'entendre. Leur pouvoir, leur arrogance, leur empire, tout avait disparu. Elle resta assise un instant, laissant le silence s'installer. Samuel Hayes posa une main rassurante sur son épaule. « C'est terminé, dit-il doucement. » Elle expira longuement, son corps tremblant comme s'il libérait des années de peur. Sa main glissa vers son ventre. L'enfant bougea doucement, comme pour lui rappeler que cette victoire n'était pas seulement la sienne. Dehors, les marches du tribunal étaient noires de monde et de caméras. La foule explosa de questions lorsqu'elle apparut sur le seuil. Les flashs illuminèrent le ciel de l'après-midi, des micros se tendirent vers son visage. Au lieu de reculer, elle releva le menton et fit face avec une force tranquille qui fit taire le vacarme. Sa voix était ferme. « Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de chaque femme réduite au silence, de chaque mère à qui l'on a dit qu'elle n'avait aucun pouvoir. Aujourd'hui prouve que la vérité ne se laisse pas enterrer. La justice est possible, et aucun empire construit sur le mensonge ne peut durer. » Des applaudissements montèrent des rangs. Certains frappaient dans leurs mains. D'autres lançaient des encouragements, d'autres encore pleuraient, émus de la voir debout, elle que l'on avait un jour laissée dans la rue sans rien. Dans les semaines qui suivirent, sa vie prit une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les journaux la reconnurent comme l'héritière légale de l'empire de son grand-père. Les membres du conseil lui tendirent la main, non plus par courtoisie envers son mari, mais par respect pour son autorité. Les contrats furent réécrits, le cours de l'action se stabilisa, et l'entreprise qu'on avait failli lui voler revint à sa véritable propriétaire. Mais elle ne se laissa pas griser par la victoire. Elle avança prudemment, choisissant ses alliés avec soin, restructurant l'empire non comme un monument à la cupidité, mais comme un héritage pour son enfant. Elle visita la chambre d'enfant qui avait longtemps semblé un rêve ajourné. Le berceau était toujours là, le mobile d'étoiles argentées oscillant doucement dans la lumière d'un matin neuf. Elle posa la main sur la barrière et sourit. « Tu ne connaîtras jamais la peur que j'ai endurée, » murmura-t-elle au petit être en elle. « Tu ne connaîtras que la force que nous avons trouvée. » Samuel vint souvent, la guidant dans les transitions juridiques, mais lui offrant aussi autre chose, une amitié, le rappel que tous les hommes ne cherchent pas le pouvoir par la domination, que la loyauté et la compassion peuvent coexister avec la force. Le jour où son fils naquit, la chambre d'hôpital baignait de chaleur plutôt que de crainte. Les infirmières déposèrent le nouveau-né dans ses bras, ses petits poings se refermant sur son doigt. Des larmes emplirent ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de triomphe, de vie poursuivie malgré toutes les tentatives d'extinction. Elle posa ses lèvres sur son front et chuchota. « Nous avons survécu, et maintenant nous allons vivre. » Quelques semaines plus tard, debout sur une scène, lors d'un gala caritatif qu'elle avait organisé pour les femmes en détresse, elle contempla la salle. Les lumières se reflétaient dans ses yeux, le tonnerre des applaudissements emplissait ses oreilles. Elle n'était plus la femme laissée sur un trottoir mouillé, brisée et oubliée. Elle était l'héritière, la mère, la dirigeante, qui avait reconstruit sa vie morceau par morceau. Ses mots de clôture furent simples, mais portèrent le poids de tout son parcours. La force ne se trouve pas dans le silence. Elle se trouve dans le courage de se relever,
Même lorsque le monde vous pousse à terre, mon histoire en est la preuve. J'aime. Le public se leva d'un seul mouvement, applaudissant jusqu'à faire vibrer la salle. À cet instant, elle sut que son passé ne la définissait plus. Elle avait franchi le seuil d'un avenir qu'elle avait gagné, un avenir que plus personne ne pourrait lui reprendre.